Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Good Morning Euro Dollar. Nous sommes lundi 18 janvier 2016, ça passe vite. Jour férié aux États-Unis, Martin Luther King Day, et forcément, on vit encore à une époque où, lorsque c'est férié aux États-Unis, le volume de transactions sera réduit sur l'ensemble des places boursières internationales. Donc probablement une journée de pause, de pullback, de rebond technique, quoique les tendances sont fortes actuellement. Moi ce matin je vais revenir sur ce qui nous attend cette semaine, une semaine importante. Pourquoi elle est importante cette semaine? Rappelez-vous début décembre, le point de départ de la volatilité, c'était la déception vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne, le jeudi 3 décembre dernier. Et cette semaine, justement, cette Banque Centrale Européenne s'exprime, alors que depuis le 3 décembre, il s'en est passé des choses. Chute des marchés actions, chute du prix du pétrole, chute du prix des matières premières industrielles, aversion pour le risque, attrait pour les valeurs refuges, renforcement du yen, les métaux précieux qui résistent à la baisse du prix des matières premières parce que justement ils ont cet aspect refuge, les anticipations d'inflation qui sont abaissées avec cette baisse prolongée du prix de l'énergie, et pourtant une zone euro qui conserve une dynamique économique de reprise. Bref, la Banque Centrale Européenne fera l'état des lieux de tous ces éléments-là et nous livrera son verdict. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading des devises, des CFD et des marchés boursiers de manière générale. Je vais ce matin couvrir le dollar américain et les paires majeures du marché des changes. C'est le principe du Good Morning Euro-Dollar. Les indices boursiers, je m'exprimerai dessus à partir de 11 heures dans le Morning Meeting. Je reviendrai notamment sur la clôture de la bourse de Shanghai, qui malmène le niveau des 3000 points et qui menace de le rompre. Pour quelles raisons la bourse de Shanghai pourrait le rompre la nuit prochaine, par exemple? Eh bien, lorsque vous jetez un œil au calendrier économique, qui est donc le premier travail à faire cette semaine, alors, il n'y a rien aujourd'hui, à part la Banque Centrale Européenne, qui cet après-midi va venir actualiser le développement de ses différents programmes monétaires. Il n'y a rien aujourd'hui. Ça commence demain, le calendrier macroéconomique, avec justement les chiffres du produit intérieur brut en Chine. Donc concrètement, je pense que la semaine boursière, du point de vue de sa volatilité, va démarrer la nuit prochaine, pendant que vous serez en plein sommeil à 3 heures du matin, lorsqu'on prendra connaissance des chiffres du produit intérieur brut chinois au titre du quatrième trimestre. Ensuite, naturellement, des statistiques se déploient cette semaine, du classique, l'indice des prix à la consommation au sein de la zone euro, au Royaume-Uni. La newsletter va arriver, comme d'habitude, dans 2 minutes sur notre forum. Retour de la newsletter d'EliFX, avec notamment le consensus européen des analystes et un petit débriefing de ce qui nous attend cette semaine. Donc vous avez la section newsletter dans le forum. Je vous invite à y aller d'ici 5 minutes, Sylvain est en train de la charger. Du point de vue des banques centrales cette semaine, la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada, et ça c'est très important, parce que le Canada est typiquement l'économie développée occidentale la plus concernée par la baisse du prix de l'énergie, et notamment du pétrole. Vous en avez la preuve avec la chute du dollar canadien sur le marché des changes. Et justement, le consensus n'envisage pas un abaissement du taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, mais cela pourra en être autrement. Alors, ce sera très important et on suivra ça en live mercredi à 16 heures. Le point d'orgue de la semaine, la décision de taux de la Banque Centrale Européenne, ainsi que la conférence de presse de Mario Draghi, des événements monétaires de premier ordre qui auront lieu donc jeudi 21 janvier à 14h30. Et on aura donc, comme d'habitude, une émission pour suivre cet événement. Et l'indice des prix à la consommation au Canada, jeudi 22. Donc voilà, une semaine importante. Je vous rappelle aussi que on prend connaissance jour après jour des résultats des entreprises américaines au titre du quatrième trimestre, des résultats annuels pour l'année 2015 et surtout les projections pour l'ensemble de l'année 2016. Alors, on est lundi, je reviens sur les graphiques en données journalières des paires de devises majeures. De temps en temps, ça fait du bien de revenir sur les paires majeures en données journalières. On prend notamment du recul et on constate que le dollar américain fait des nouveaux plus hauts. Vous avez ici donc l'US Dollar Index qui a donc cassé la semaine dernière ses plus hauts de l'année 2015, cassant la ligne de coup d'une structure de continuation, alors soit en tête-épaule inversée, soit en rounding bottom de continuation. Mais dans tous les cas, on a désormais un nouveau support sur l'US Dollar Index à 12 219 points. Nouveau support au-dessus duquel la tendance haussière du dollar américain
a une bonne probabilité de se poursuivre. Attention, pas face au yen japonais, hein, puisque le yen est leader. Dans tous les cas, lorsque j'étudie ici l'action des prix et l'étude du momentum, eh bien ça converge, il n'y a pas de divergence, il n'y a rien. Donc il y a toujours une bonne probabilité de voir la tendance haussière du dollar US se poursuivre. Premier support à 12 219 points. Maintenant les paires majeures du FX et tout d'abord le taux de change euro-dollar. Alors le taux de change euro-dollar, c'est l'équilibre des forces parfait. Depuis la Banque Centrale Européenne du 3 décembre et la baisse des taux de la Réserve fédérale des États-Unis le 16 décembre, l'US, le taux de change euro-dollar, s'est installé dans un range. J'enlève tous les canaux, ce genre de choses. C'est le range 1,08, 1,10 et point barre. Il n'y a rien, il n'y a plus de marché directionnel. À chaque fois que ce marché tente d'accélérer, il fait une mèche haute. Dès qu'il tente de casser un support, il ne le casse pas. Donc en l'état, c'est le range trading parfait. On attend la Banque Centrale Européenne cette semaine. Alors forcément, on s'y intéresse parce que ce grand chandelier du 3 décembre, là, sur l'euro-dollar, c'était la Banque Centrale Européenne. Mais sauf qu'à l'époque, il y avait des attentes qui ont été déçues. Là, il n'y a pas d'attente cette semaine vis-à-vis de la BCE. Lorsque je regarde le consensus, qu'il s'agisse du taux principal, taux de refinancement, taux de dépôt, taux de la facilité de prêt marginal, il n'y a pas d'attente particulière. Ça pourrait être le statu quo, sauf si depuis début décembre, la Banque Centrale Européenne considère que les risques se sont multipliés, par exemple le prix du pétrole. Je ne sais pas si début décembre, elle avait intégré le fait que le prix du pétrole chuterait comme ça et continuerait de chuter. Donc, d'un point de vue de l'analyse technique, que dire sur le taux de change euro-dollar en données journalières? Eh bien, pas grand-chose. Il a tenté, le 15 janvier dernier, vendredi, de s'extraire par le haut d'un canal. Il y a une résistance sur les graphiques intraday à 1,0940, qui peut être considérée justement comme la partie haute du canal baissier. Eh bien, ça n'a pas été franchi. Donc, sur le très court terme, l'euro-dollar reste enfermé entre 1,08 et 1,0940 dans un trading range parfait. Le facteur technique dominant reste quand même ce support qui a été créé par la Banque Centrale Européenne, qui est le niveau des 1,08$, au-dessus duquel il est difficile d'envisager des stratégies de vente. Admettons que l'euro reste fort. Cette tendance de l'euro, elle se retrouve face aux devises faibles, les tendances haussières de l'euro-CAD, de l'euro AUD, l'euro GBP aussi, hein, qui a dépassé une résistance la semaine dernière. Pas l'euro-yen forcément, puisque le yen a le dessus. Le dollar US fait des nouveaux sommets, mais pas face à l'euro. Donc au final, l'euro-dollar, c'est la neutralité. Et ce, depuis le 3 décembre dernier. Le 3 décembre dernier, on pensait éventuellement avoir le démarrage d'une tendance haussière, mais ça a été neutralisé par l'action de la Réserve fédérale des États-Unis. Et au final, cela crée un range. Le range trading 1,08, 1,0940. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur l'euro-dollar. Alors maintenant, l'USD Yen en données journalières. Ça c'est important parce que on connaît bien sûr la corrélation positive entre le taux de change USD Yen et le DAX, le SP500, le Dow Jones. Le taux de change USD Yen, c'est donc une tendance baissière qui est défendue dans nos colonnes depuis la cassure des 120 yens. Alors j'actualise en même temps que je vous parle mes graphiques en données journalières, ça fait longtemps que je ne suis pas allé dessus. Parce que voilà, à force de nous couvrons en fait à travers nos émissions quotidiennes l'action des prix en intraday, donc forcément on se concentre essentiellement sur les graphes intraday. Mais malgré tout, voilà, on reste dans une tendance baissière depuis la cassure des 120 yens. En données journalières, c'était net et clair. Hein. Prenez le chandelier du 4 janvier. D'ailleurs, parmi tous les actifs en lien avec le risque, c'est vraiment le yen qui avait donné le signal le 4 janvier. Ensuite, il y a eu le 6 janvier les cassures sur le pétrole. Et puis les cassures techniques sur les indices boursiers, bien sûr. Mais c'est vraiment le yen. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y avait eu une cassure baissière sur le taux de change USD Yen dès le 4 janvier. Alors depuis, la tendance baissière s'est poursuivie. À la base, moi je visais 118,50, 118. Bon, ça a été largement atteint. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends? L'USD Yen, rien du tout. Hein. C'est Martin Luther King Day. Il n'y a rien, il n'y a personne dans les salles de marché aux US. On va temporiser, des rebonds techniques, des ranges, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut toujours atteindre 116,10, les 116,10 que je visais? On a fait 116,50. Oui, je pense qu'on peut aller encore chercher 116,10. Quand? Peut-être cette semaine. À court terme, le marché, il fait quoi? Est-ce qu'on a une première résistance à 117,20? Non. Est-ce qu'on peut encore vendre maintenant?
sa question se pose même pas. C'est non, enfin je veux dire, il y a plus de timing quoi. Ça fait des semaines et des semaines que le marché baisse en donnant régulièrement des opportunités de pullback. En clair, on a vendu ou on arrive trop tard. La première résistance swing, c'est 118. Aucun niveau avant 118 ne permet désormais d'adopter une stratégie de vente, mais qui est tellement ancienne, on baisse depuis le 18 décembre, que la question du retard là ne se pose pas. C'est-à-dire qu'on a adopté une stratégie de vente depuis un mois, où malheureusement on arrive après la bataille et on attend un peu d'avoir des opportunités plus précises. Alors aujourd'hui, que peut-il se passer? Aucune idée. Est-ce qu'on peut remonter à 118? Possible. Est-ce qu'on peut baisser à 110, à 116,10? C'est aussi possible. En tout cas, sous les 118, je vise toujours un repli du marché en direction des 116,10. Le taux de change USD CAD, bon bah écoutez, là c'est, je regardais les chandeliers journaliers, c'est pareil, j'ai envie de vous dire, bon, c'est haussier, mais bon, bah, on a acheté ou on n'a pas acheté quoi. Hein. Les cassures, les signaux techniques positifs étaient d'une limpidité extrême. Le dernier en tendance avait été donné les 5 et 6 janvier à la cassure des 1,40. Depuis, en intraday, on a des cassures régulières. On a des canaux haussiers. Moi, je m'intéresse en données journalières à ce tout premier canal haussier. Sur le prix du pétrole, je vise 25 $ sur les deux pétroles. En l'état, je pense que mercredi prochain, la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada, qui elle, je pense, ne manquera pas d'être réactive, parce que là, clairement, la baisse du prix de l'énergie met en risque l'économie du Canada. Et la chute du dollar canadien peut, à un moment ou à un autre, créer des sorties de capitaux. Bon, je n'ai pas les éléments, mais on verra bien le débriefing que nous livrera la Banque centrale du Canada ce mercredi. En tout cas, en données journalières, vous avez ici une belle ligne de tendance haussière. Bon, j'avais expliqué au début que je visais 1,45, d'abord 1,4250, puis 1,45, et maintenant je vise 1,50, je vise toujours 1,50. Maintenant, le premier support digne de ce nom sur le taux de change USD4, c'est 1,44. Et on n'a pas avant. 1,44, aucune divergence ni sur le RSI, ni sur le MACD. Rien à dire, c'est haussier. Et pour se positionner, je pense qu'on peut utiliser cette ligne de tendance haussière en place depuis le 4 janvier, ce que j'appelle la ligne de tendance haussière annuelle. Donc le vrai support intéressant, ce serait 1,44, donc 100 pips en dessous du niveau actuel des cours. Le taux de change AUD-USD a donc fait des nouveaux plus bas. Je visais à la base un repli de la UD-USD, enfin l'analyse technique m'invitait à viser, 0,6910. Les 0,6910 ont été atteints sur le taux de change AUD-USD. À la base, le signal de vente a été donné lorsque le marché est sorti par le bas de ce triangle symétrique. Le signal de vente a été donné le 7 janvier sur l'AUD-USD, avec un signal précurseur à la cassure des 0,71. Écoutez, là aussi, étant donné que les objectifs de cours ont été faits, l'idée c'est de prendre des bénéfices. Il y a éventuellement l'amorce d'une dive, mais j'estime que ce n'en est pas une. Par contre, on ne peut pas vendre au niveau actuel des cours, c'est certain ça. Puisqu'on est au contraire, de niveaux de support qui, au contraire, permettent aux vendeurs de prendre des bénéfices et de venir augmenter le capital. Première résistance, 0,6950. Peut-on adopter une stratégie de vente à 0,6950? Je dis pourquoi pas. Éventuellement, voilà, c'est en termes de timing et d'un point de vue technique, la résistance qui me paraît intéressante, 0,6950. Mais forcément, beaucoup plus mal à l'aise pour vendre alors que le marché a perdu des centaines de pips. Mais ok, j'admets que ce matin, dans ce Good Morning Euro Dollar, étant donné que je peine à donner là des niveaux techniques qui me paraissent limpides pour des stratégies directionnelles, je mets en avant le rôle des 0,6950 pour vendre, dans le sens de la tendance. Alors mieux que ça, il y a bien sûr le NZD-USD. Le NZD-USD qui, comme la UD-USD, est sorti par le bas d'un triangle le 8 janvier dernier. Un triangle rectangle avec un double top à 0,69 $. Donc on a fait un beau double top à 0,69 $. Par contre, là on a une ligne de coup à 0,65. Je ne suis pas certain que ces 0,65 soit une bonne résistance pour vendre. Surtout qu'aujourd'hui, il n'y a rien à attendre des marchés. Donc,
Alors c'était combien exactement le cours de clôture? Non, c'était 0,6470 puisque c'est Martin Luther King Day. Donc j'attends éventuellement des ranges, des stabilisations. Euh, dans tous les cas, je vois même pas de niveau particulier en fait. Là on temporise, éventuellement 0,65. Et encore, je suis pas certain. Par contre, à terme, je vise toujours un repli en direction des 0,6243. Le GBP USD, eh bien, objectif atteint 1,4226. Le voici. Alors, pourquoi 1,4226? Moi, je m'intéresse au niveau de l'été 2010 sur le GBP USD. C'est tout simplement le point bas de mai 2010. Donc, c'est un niveau qui est très solide, qui est susceptible de stabiliser à court terme ce marché. Et l'idée, c'est pareil. Les signaux de vente sur le GBP USD sont donnés depuis des semaines, avec des pullbacks réguliers pour se positionner dans le sens de la tendance. Tout a commencé par la cassure des 1,50. Le signal baissier a été renforcé par la cassure des plus bas de 2015. Lorsque dans un marché baissier, on casse les plus bas de l'année précédente, c'est un signal de vente. Ça a donc prolongé la tendance baissière. Par contre, 1,4226, c'est un bel objectif de cours. Où se trouve la première résistance swing du GBP USD, c'est 1,44. Donc 1,44. Et éventuellement, on peut utiliser 1,44 pour envisager quelque chose. Mais là, ça peut rebondir vers 1,44. Mais je pense que c'est une bonne résistance, 1,44. Si on y remonte, bien sûr. Bon, sachant qu'il y a toujours 72% d'acheteurs. Tout comme il y a 70% d'acheteurs sur la UD-USD, etc., etc. Donc, ce matin, à la recherche de résistance face à des marchés qui pull back, qui se reprennent sur le plan technique, face à une séance où justement on peut observer ces mouvements de reprise technique parce que il n'y a pas les investisseurs américains aujourd'hui. C'est Martin Luther King Day. Donc, je pense que les 1,44 du câble ou encore les 0,6950 de la UD-USD, et honnêtement j'ai une préférence pour les 0,6950 de la UD-USD. Franchement, c'est ce qui me paraît de plus construit. Même si j'accompagne ce mouvement baissier depuis très longtemps, et notamment la cassure du triangle rectangle par le bas le 7 janvier, allez, 0,6950, ça peut être intéressant pour une stratégie de vente sur la UD-USD, donc un peu au-dessus du niveau actuel des cours, mais surveillez-le. Notre ami l'euro GBP qui a donc bien cassé des résistances, qui a donné des signaux d'achat sur le plan de l'analyse technique la semaine dernière, cassure des 0,75, signal d'achat de l'analyse technique sur l'euro GBP, engageant un certain nombre de cibles dont certaines ont déjà été faites, notamment celle-ci à 0,7592, objectif de l'analyse technique atteint. Ensuite, celle-ci à 0,671713, objectif de l'analyse technique approché. Et j'ai ici les 0,7766 qui n'ont pas encore été atteints. La tendance est haussière. Je vous invite sur le taux de change euro-GBP à tracer des canaux. Et notamment ce que j'appelle le canal haussier annuel. Alors attention, tout ça c'est le canal haussier annuel. C'est un abus de langage. C'est simplement une ligne de tendance qui est en place depuis le début de l'année, quoi. Donc le niveau d'achat parfait sur l'euro GBP, ce serait le pullback sur cette ligne de tendance haussière. Peut-être qu'on va faire un range, un drapeau, aucune idée. Ça, on le découvre au fur et à mesure que se développent les prix. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'intéresser au niveau de support. Et je pense que l'euro GBP a encore du potentiel. Et je vise, lors des prochaines semaines, 0,7766. Voilà pour le tour d'horizon des graphiques en données journalières. Les graphiques intraday, j'en parlerai dans le morning meeting. Il me semblait intéressant de prendre un peu de recul, d'insister sur le fait qu'aujourd'hui c'est une journée particulière, c'est un jour férié aux États-Unis. Attention, ne vous précipitez pas, même si vous avez raison d'être dans la tendance et d'être dans les grandes phases directionnelles. Vous êtes aujourd'hui face à une séance où typiquement les phases directionnelles peuvent être mises en pause. Pour quelle raison? Parce que c'est un jour férié, parce qu'il n'y a pas les capitaux nord-américains. Quand il n'y a pas les capitaux nord-américains, les capitaux zone européens, ça sèche un peu. On peut prendre des bénéfices.
On a derrière nous plusieurs semaines avec des centaines de pips de mouvements directionnels. Et à un moment ou à un autre, les investisseurs, notamment sur le FX, les hedge funds, ils cherchent à augmenter les capitaux. Donc ils encaissent. Donc soyez patients. On a probablement plus une journée où on peut prendre du recul et se préparer à être actif à partir de la nuit prochaine, 3 heures du matin, lorsqu'on prendra connaissance des chiffres de la croissance économique en Chine. Et vous connaissez maintenant l'impact que la volatilité sur les places boursières chinoises a sur les places boursières de l'Europe à l'ouverture, l'impact qu'a la volatilité du yuan renminbi sur le marché d'échange. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite donc au passage une très bonne semaine à tous nos fidèles auditeurs, Greg, Kerzelen, Scorpion, Renato, Francis du 57. Alors, tout d'abord, nous avons Greg. Alors, il y a beaucoup de questions, donc je les prends dans l'ordre. Alors, Greg, alors la BCE. Alors, je pense qu'en effet, il y aura cette semaine un point d'orgue euh, lorsque Mario Draghi parlera. J'attends rien à 13h45. Il n'y aura pas d'action sur les taux. S'il y en a une, quelle surprise. Par contre, la façon dont la Banque Centrale Européenne envisage d'agir suite à ce qu'il se passe depuis début décembre, qui est essentiellement un choc financiero-financier. Bien sûr, le prix de l'énergie amène de nombreux analystes à revoir en baisse les perspectives de profit des entreprises concernées, donc dans le secteur du pétrole, de l'énergie, etc. Mais j'ai surtout hâte d'entendre la Banque Centrale Européenne sur ses anticipations d'inflation. Je vous rappelle que la semaine dernière, la Banque d'Angleterre a prolongé la chute de la livre sterling, justement en mentionnant le fait que la baisse du prix de l'énergie l'a amené à revoir en baisse, d'un point de vue temporel, ses anticipations d'inflation. Alors on verra bien avec la BCE. Alors question sur le taux de change USD-Yen. Y a-t-il en données journalières une divergence haussière en données journalières? Eh bien la réponse est non. Il y a l'amorce de quelque chose, mais vous savez, ces divergences haussières dont j'entends parler depuis des semaines se sont souvent soit fait neutraliser, ou souvent il s'agissait en fait de drapeaux sur le momentum. C'est-à-dire que beaucoup d'analystes pensaient voir des divergences haussières, ils se sont fait complètement prendre à contre-pied, parce que le marché a fait des nouveaux plus bas. Voilà. Mais il y a toujours le risque que ce soit simplement des drapeaux sur le momentum. Donc au contraire, tout le contraire d'une divergence haussière standard. En l'état, pour répondre à votre question, actuellement le RSI D1 de l'USD Yen présente l'amorce d'une contradiction de momentum, mais qui n'est pas active, parce que d'une part, le RSI D1, vous ne pouvez pas là l'utiliser, parce qu'il n'est pas fixé. On n'a pas la clôture de ce soir. D'autre part, on pourrait parler d'une divergence haussière si on franchissait le sommet du 14 janvier ici en données journalières. Et d'autre part, le seul signal d'achat qui peut activer une divergence haussière, c'est le dépassement des 118 yens. Nous sommes 80 pips en dessous du niveau actuel des cours. Mais c'est logique d'observer l'amorce de divergence lorsque le marché a quand même perdu, allez, 700 pips et qu'on approche d'un support aussi important que les 116. Idem sur l'USD CAD. Idem sur l'USD CAD. Il peut y avoir l'amorce de contradiction négative de momentum, mais en l'état, j'entends, vous savez, sur le prix du pétrole, j'entends parler de divergence depuis des semaines. Tout le monde me dit ça. Divergence haussière, divergence haussière, divergence haussière. Bon, mais moi, depuis que j'entends parler de divergence haussière, j'ai surtout vu le marché perdre 30%. Après, faites comme bon vous semble, mais n'oubliez pas que il y a deux choses en analyse technique, l'action des prix, donc la tendance des prix, et l'étude du momentum du marché. Lorsqu'il y a une contradiction entre l'action des prix et le momentum du marché, cela amène à s'interroger sur l'état de santé d'une tendance, mais qui peut savoir parfois uniquement ralentir ou devenir un range. Mais le cas particulier qui voit la divergence indiquer à un stade précoce l'inversion de tendance, déjà c'est une chance, c'est un cas sur trois. D'autre part, c'est pas mécanique, mais trop souvent, le trader technique partira du principe que si c'est mécanique, et souvent perdra. Lorsque vous étudiez actuellement le prix du pétrole, 28 dollars, on casse des nouveaux plus bas en session asiatique, et je pense qu'on peut se replier en direction des 25 dollars, donc le risque, c'est bien sûr de se mettre à contre-tendance. Pour l'instant.
d'autres questions auxquelles je vais répondre. Alors, des graphiques. Alors, le pétrole peut-il atteindre 10 $? Bon, bah, ça on verra, hein, je sais pas. Graphiquement, sur ce genre de config. Alors, question de Tony. Je poste votre graphique sur l'euro-dollar. Voilà, alors en effet, l'euro-dollar est compliqué, parce qu'on a toujours ce canal en fait. Alors, on a tenté, hein, vous voyez bien, cher Tony, d'accélérer sur l'euro-dollar vendredi. On reste dans un range trading. Moi, je fais quand même partie des analystes qui disent que l'euro-dollar est un range trading. Pour l'instant, ça n'a pas changé. Donc faites attention, plutôt que voir un drapeau de continuation haussière, ce qui aurait pu être le cas si on avait vraiment transformé le 15 janvier, finalement on a fait une mèche haute, voyez-y davantage des bornes de trading que je vais vous donner, 1,08 et 1,0940. Cette semaine ça dépendra bien sûr de la Banque Centrale Européenne. Alors question sur l'Eurocad et le GBP Yen. Alors rappelez-vous sur l'Eurocad je visais 1,60 et le marché a fait 1,5952. Bon, ok, on n'a pas fait un 60, 1,5952, mais pour l'instant, nous avons toujours une tendance haussière qui se développe. Par contre, aujourd'hui, le marché prend des bénéfices, c'est classique de phase où c'est un jour férié aux États-Unis. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui dit que ça termine de baisser. Premier support 1,5560 en swing. Et au-dessus, il y a un 55,60, je vise toujours 1,60. Les graphiques intraday, promis, j'en parle dans le morning meeting. Alors le GBP Yen a dépassé toutes mes attentes. Je visais 168. Bon, voilà, où est-ce que ça peut aller? Moi, je ne peux plus vous dire, hein, ça n'arrête pas de baisser. En prenant un peu de recul, on est quand même sur des niveaux où, bon... il faut commencer. Je dis pas qu'il faut arrêter de chercher des stratégies de vente, mais lorsque je vois les paires en yens avoir perdu des centaines de pips depuis un mois, et le GBP yen, on parle presque de 1500 à 2000 pips. Je vous dis qu'actuellement, on a une première résistance à 168,80. Éventuellement, on peut envisager de revendre 168,80, donc pas maintenant, hein. La première résistance est 168,80. Mais en l'état, c'est toujours le même principe. Dans une tendance baissière, tant que je ne constate pas le franchissement d'une résistance, je reste baissier. Donc, j'admets qu'il y a des amorces de contradiction de momentum. Mais encore une fois, rappelez-vous que les divergences peuvent indiquer soit le ralentissement d'une tendance, soit sa transformation en range, soit son inversion. Et trop souvent, lorsque vous voyez des divergences qui ne sont même pas actives, vous partez du principe que c'est l'inversion. Donc, vous mettez une pièce sur un cas sur 3. Attendons que l'analyse technique donne des informations. Et pour l'instant, sous 168,80, ça reste baissier. Après, je suis d'accord avec vous, je vois des choses, il y a des divs potentiellement... Voilà, mais vous savez, chers auditeurs, sur l'USD Yen, et je constate comme vous des choses, sous 118, je privilégie la tendance et la possibilité de se replier précisément à 116,10. L'USD CAD, j'ai cette ligne de tendance haussière en données journalières, un premier support à 1,44 au-dessus duquel je vais privilégier la tendance. Par contre, voilà, le premier support pour un achat c'est 1,44. Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc merci d'en avoir posé. Donc, les matières premières, le Commodities Market Report c'est 10h30, et moi à 11h dans le morning meeting, bah, je vous donnerai mon point de vue sur les indices boursiers notamment. Merci à tous et à tout à l'heure.